comme un petit pois. Ce brave et honnête cultivateur vivait heureux avec sa femme, travailleuse comme lui. Bien qu'il fût pauvre, rien ne lui manquait, rien qu'une chose, un enfant. Souvent le soir, se reposant des fatigues de la journée, ces braves gens se disaient combien leur existence serait plus gaie s'il y avait au foyer un enfant pour les dérider. Et quand elle était seule, la femme ne cessait de prier Dieu de lui donner un enfant. Un matin, elle s'écria, le regard tourné vers le ciel, « Mon Dieu, donne-moi un enfant, dût-il n'être pas plus gros qu'un petit pois ?» Miracle! Un petit bonhomme, pas plus gros qu'un petit pois, surgit devant la brave femme. Et la bonne paysanne n'était pas au bout de ses étonnements, car le petit bout d'homme parlait, tout comme une grande personne. « Bonjour ma mère, dit-il. Vous m'appeliez, me voici arrivé. Donnez-moi à manger d'abord. J'irai porter ensuite son déjeuner à mon père au champ. » Sa mère lui donna quelques quenelles aux confitures, qu'il fit disparaître en un rien de temps. Mais au lieu d'apaiser sa faim, ce plat sembla plutôt l'avoir mis en appétit. « Faites-moi d'autres quenelles, ma mère, dit-il, et avec un demi-sac de farine au moins, car j'ai encore grand faim. » Sa mère fit ce qu'il avait demandé, et lui fit disparaître cette grosse montagne de quenelles comme s'il s'était agi d'une bouchée de pain. « Eh bien, mon fils, as-tu maintenant mangé à ta faim ?» demanda la paysanne. « Hélas non, ma mère, répliqua le petit homme. Donnez-moi encore quelques quenelles. Un autre demi-sac de farine suffira, je l'espère. » Après avoir mangé quelques centaines de quenelles de plus, le petit bonhomme s'essuya la bouche, comme il sied, et dit à sa mère: « Eh bien, ma mère, j'ai apaisé ma faim tant bien que mal. Préparez maintenant le déjeuner de mon père, je le lui porterai. » Ayant empoigné le panier à provisions bien chargé, il se mit en route. Il cheminait vaillamment à travers le sentier fleuri vers le champ où son père était en train de labourer la terre en conduisant d'une main ferme ses 2 bœufs épuisés. Non loin devant lui, le petit homme aperçut un chariot traîné par 6 bœufs. Comme il était un peu fatigué, il n'hésita point. Après avoir accroché son panier après le chariot, il se cacha lui-même dans l'oreille d'un des 2 bœufs. Et là, il se tint coi pendant quelques instants. Mais comme le charretier se mettait à siffler, il ne put résister à l'envie de le taquiner un peu. « Il est bien aigu, votre sifflet !» cria-t-il de sa cachette. « Mais je dirais au forgeron de l'émousser un peu. » Le charretier se tut, étonné, et regarda autour de lui. Ne voyant rien, il crut qu'il avait eu des bourdonnements d'oreilles et continua de plus belle. Mais de rechef, il fut interrompu par une voix railleuse. « Il est encore bien aigu, mais ne le restera pas longtemps. » Effrayé et stupéfait, le charretier fouilla les alentours du regard, puis il inspecta l'intérieur du chariot, mais il ne vit toujours rien. Il n'osa plus siffler cependant, et s'installant sur son siège, il se tint bien tranquille. Mais les bœufs s'étant mis à tirer le chariot de travers, l'homme risqua tout de même un « Hue, bourgeon !» La réplique vint immédiate, d'un endroit mystérieux. « Pas Hue, bourgeon, dia, bourgeon !» Le charretier, cette fois, tenta d'avoir le dessus. « Dia, Clio !» cria-t-il à l'autre bœuf. « Mais non, Hue, Clio !» objecta la voix railleuse. Le charretier n'osa plus insister. Il se dit qu'il devait y avoir une sorcellerie quelconque dans cette affaire, et sans demander son reste, il détala à toutes jambes. Le petit bonhomme sortit alors de l'oreille du bœuf, saisit le fouet, et, en le faisant claquer majestueusement, il força l'attelage à se diriger vers le champ de son père. Le paysan, qui avait beaucoup de mal à faire marcher ses bœufs étriqués, vit avec étonnement le superbe attelage de 6 bœufs s'avancer vers lui. Il fut plus surpris encore en constatant que quelqu'un dirigeait l'attelage à haute voix sans qu'il vît personne. Flairant de la sorcellerie, lui aussi, il voulut se sauver. Mais la voix mystérieuse l'arrêta. « Ne courez pas, mon père! Venez plutôt par ici! C'est moi, Jeanne au petit pois, votre fils. Je vous apporte votre déjeuner. » Le brave homme s'approcha,
prit son déjeuner et se mit à manger. Pendant ce temps, Jeannot détela les 2 bœufs fatigués et attela à leur place les 6 bœufs vigoureux. Je n'ai pas besoin de vous dire que le travail marchait désormais bien mieux. Jeannot n'eut même pas besoin de marcher devant les bœufs. Installé dans l'oreille de l'un de ceux-ci, il se contentait de faire claquer son fouet de temps en temps et de crier quelques mots aux bêtes pour les talonner. Pendant qu'il travaillait ainsi, le seigneur du village voisin vint à passer par là dans un carrosse doré. Il fut frappé par l'étrange spectacle de cet attelage marchant tout seul et fit appeler le père de Jean pour lui demander l'explication de ce mystère. Lorsque le paysan lui eut expliqué que l'attelage était dirigé par son propre fils, caché dans une oreille de bœuf, le seigneur voulut voir à tout prix le minuscule petit bonhomme. L'ayant vu, il décida de l'acheter séance tenante. Il se dit que, même en le payant bon prix, il regagnerait tout son argent en montrant Jeannot à la foire. Le pauvre laboureur, qui pendant tant d'années avait vainement prié pour avoir un enfant, n'eut aucune envie de le vendre une fois qu'il l'eut obtenu. Mais Jeannot insista pour être vendu. « Ne craignez rien, mon père, dit-il au vieux cultivateur. Je reviendrai bientôt. » Son insistance finit par vaincre les hésitations du brave paysan, qui consentit enfin à le vendre, moyennant un sac d'or, que le seigneur lui remit, aussitôt le marché conclu. Du coup, le brave homme cessa d'être pauvre. Il chargea son sac d'or sur le chariot traîné par 6 bœufs. Il put s'offrir enfin tout ce dont il avait rêvé, une belle maison, du beau bétail et des terres fertiles. Quant au seigneur, il enveloppa Jeannot soigneusement dans du papier de soie blanc, le mit dans sa poche et l'emporta chez lui, très satisfait de la bonne affaire qu'il venait de faire. Pour bien conserver son trésor, il se fit faire chez lui un coffret d'or, dans lequel il enferma le petit paquet, sans regarder si Jeannot s'y trouvait toujours. Le coffret d'or fut enfermé dans un coffret d'argent plus grand, qui disparut à son tour dans un gros coffret de cuivre fermé à 6 cadenas. S'étant ainsi assuré, pensait-il, que son précieux petit bonhomme ne prendrait pas le large, le seigneur invita tous ses amis et connaissances à un dîner fastueux, en leur annonçant qu'au cours de ce dîner, il leur montrerait quelque chose qu'ils n'avaient jamais vu auparavant. Les riches seigneurs des environs se rendirent tous à cette invitation, car ils se demandaient avec curiosité quelle surprise leur hôte pouvait bien leur réserver. Ils eurent un repas copieux, arrosé de 100 vins différents, l'un plus capiteux que l'autre. Quand on en fut au dessert, le maître de séance fit apporter le gros coffret de cuivre. Les invités cessèrent de rire et de chanter et se demandèrent ce que pouvait bien cacher ce gros coffret, que son propriétaire ouvrait avec une lenteur calculée. Il en retira ensuite le coffret d'argent, qu'il ouvrit de même, ainsi que le coffret d'or. Il retira de ce dernier le petit paquet qu'il déplia, secoua, froissa, retourna avec une colère grandissante, attisée encore par les exclamations ironiques des invités. Mais il n'y trouva rien, et pour cause, il n'y avait rien. C'est qu'en cours de route, Jeannot s'était glissé hors de la poche de son acheteur, laissé tomber sur la route et s'en était allé dans la direction opposée, sans regarder en arrière. Il n'était pas encore allé bien loin qu'il vit devant lui 12 chariots chargés de barres de fer qui étaient enlisés dans la boue. Autour des chariots, les charretiers criaient, gesticulaient, mais ils frappaient vainement leurs bêtes, et celles-ci faisaient vainement des efforts à se rompre les veines, les chariots ne bougeaient pas. Voyant tout ce monde désemparé, Jeannot se planta courageusement devant un gros charretier, qui devait être le chef de l'équipage, car il criait plus fort que les autres. « Je vous tirerai d'embarras, lui dit-il, si vous me promettez de me donner tout le fer que je pourrais emporter sur l'épaule. » Le charretier le promit en riant. Il espérait pas beaucoup de l'aide de Jeannot, mais ce dont il était persuadé, c'est que le petit bonhomme ne pourrait emporter le quart d'une barre de fer. Or, quel ne fut pas son étonnement en voyant Jeannot saisir la roue arrière d'un chariot et soulever le chargement tout entier. Les autres suivirent,
et en un clin d'œil, tous les chariots furent remis en mouvement. Mais les charretiers devaient encore avoir une autre surprise bien plus grande. En effet, avant qu'ils aient eu le temps de dire merci, Jeannot vida les 12 chariots, chargea toutes les barres sur son épaule et s'en alla aussi prestement que s'il avait porté une simple canne de jonc. Quand les charretiers eurent rassemblé leurs esprits, il était déjà bien loin. Il se rendit directement chez le forgeron de la ville la plus proche et ordonna à celui-ci de fondre toutes les barres de fer et d'en confectionner une immense massue. Le forgeron obéit. Il fondit le fer, le martela, le façonna et remit finalement à son client une massue de 100 quintaux. Jeannot décida de l'essayer sur l'heure et la lança tout droit vers le ciel. Cela fait, il s'installa dans une auberge et vida 3 pièces de vin. Juste au moment où il venait d'avaler la dernière goutte de vin, la massue retomba avec un fracas épouvantable et s'enfonça dans la terre à la profondeur de 3 toises. Jeannot sortit de l'auberge, retira sa massue de la fondrière et l'examina attentivement. Elle était fêlée. Jeannot alla donc trouver le forgeron et lui enjoignit de refaire le travail, mais mieux que cela. Le forgeron s'installa de nouveau devant son enclume et refit la massue. Jeannot Petit Pois la saisit de rechef et la lança tout droit vers le ciel. Pendant que son arme voyageait, il s'installa dans un restaurant et se fit servir un déjeuner copieux. Après avoir vidé une assiette grande comme une cuve où étaient entassées des quenelles, il sortit du restaurant, juste au bon moment pour voir retomber sa massue, qui s'enfonça dans la terre à une profondeur de 6 toises. Le petit bonhomme l'en arracha pour l'examiner, et encore un coup, il dut constater que la massue était fêlée. Il la rendit donc au forgeron, en menaçant ce dernier de lui faire son affaire si, cette fois encore, son travail laissait à désirer. Le forgeron fit tout ce qu'il put, et bientôt la nouvelle massue fut prête. Après l'avoir lancée vers le ciel, Jeannot s'installa dans un hôtel pour dormir. Il dormit d'un trait toute la nuit et ne fut réveillé le matin que par le fracas de la massue, qui venait de retomber en s'enfonçant dans la terre à la profondeur de 12 toises. Jeannot sortit de sa chambre, retira sa massue, l'examina. Elle n'avait pas subi le moindre dommage. Le petit bout d'homme prit alors son arme et s'en alla chercher fortune à travers le monde. Il ne put aller bien loin, car il fut arrêté à l'orée d'une forêt par 12 bandits qui lui barrèrent le chemin. Ils menaçaient Jeannot de loin, mais lorsqu'ils virent sa massue épouvantable, ils tombèrent à genoux pour demander grâce, en offrant même au minuscule petit bonhomme d'en faire leur chef. Jean Petit Pois fit semblant d'accepter leur proposition, et il fut décidé sur-le-champ qu'on irait dévaliser la nuit même un riche propriétaire qui habitait la ville voisine. Suivi de toute la bande, Jeannot se rendit à la maison de ce propriétaire. Cachant ses hommes dans la cour, il s'introduisit lui-même dans le cellier de la maison et se mit en devoir de passer aux autres par la fenêtre les objets qui s'y trouvaient. Malheureusement pour les voleurs, il ne cessait de crier en même temps. « Voici du lard, voici de la farine, voici les condiments !» Les autres eurent beau le supplier de se taire, il n'en criait que plus fort. Rien d'étonnant à ce que le propriétaire de la maison eût été réveillé par le bruit et ses valets avec lui. Ils accoururent de tous côtés, et les brigands durent se sauver en abandonnant tout leur butin. Mais Jeannot avait beau avoir la conscience tranquille, il n'osa tout de même pas se montrer. S'il avait dit qu'il avait crié exprès pour empêcher les autres de dévaliser la maison, qui l'eût cru ? Comme les valets décidèrent de fouiller le cellier pour rechercher le bandit qui s'y trouvait et qui, à leur avis, était le principal coupable, le pauvre Jeannot se vit obligé de se cacher dans un sac plein de son. Les valets fouillèrent tout de fond en comble, mais ils étaient à 100 lieues de penser que le bandit tant recherché pût être assez minuscule pour se cacher dans un sac de son.
Mais l'un d'eux se dit que, puisqu'il est élevé, il pourrait donner à manger au bétail avant de se recoucher. Il versa donc du son dans un panier et le porta à l'étable dans la crèche des vaches. Dois-je le dire? Je suis sûre que vous le devineriez vous-même. Jeannot se trouvait dans ce panier et il courait le danger d'être avalé par une vache. Heureusement pour lui, il put s'installer, lorsque le valet fut parti, dans l'oreille d'une vache qui s'était approchée de la crèche. Il se demandait bien un peu comment il se tirerait de là. Mais il se disait que, pour l'instant, il était à l'abri et qu'il ferait jour aussi le lendemain, pour penser au reste. Le lendemain matin, de bonne heure, la servante vint à l'étable pour traire les vaches. Elle s'assit sur un trépied et dit à la vache: Tiens-toi tranquille et... Bien caché dans l'oreille de la vache, Jeannot ne put s'empêcher de répondre: Tiens-toi tranquille toi-même. Effarée, la servante chercha de tous côtés d'où venait cette réponse insolente. Ne voyant rien, elle se rassura et s'approcha de nouveau. Tiens-toi tranquille, ma petite vache, dit-elle. La réponse vint de rechef. Tiens-toi tranquille toi-même. La servante n'eut pas le courage de rester davantage. Elle courut annoncer à son maître que tous les diables et toutes les sorcières étaient réunis à l'étable. Le maître, incrédule, alla voir ce qui se passait. Il essaya de dire à la vache, lui aussi, « Tiens-toi tranquille » et il obtint la même réponse. « Tiens-toi tranquille toi-même » Il reconnut alors que l'étable devait être ensorcelée. Et, mettant le manche à balai en travers de la porte, il se mit en devoir de frapper la pauvre vache pour chasser le diable. Mais il eut beau s'essouffler à faire danser le bâton, plus il frappait, et plus Jeannot criait aussi. Puisqu'il n'y avait pas moyen de chasser la sorcière, il ne restait plus qu'une solution, tuer la vache. C'est à cela que le maître se décida. On vendit la vache au boucher, qui la mena aussitôt à l'abattoir. Sa tête fut achetée par la femme d'un garde-chasse, qui, assise devant sa maison, au milieu de la forêt, s'appliquait à la préparer. Mais, dès que son couteau eut touché l'oreille de la vache, la ménagère entendit une protestation. « Méfie-toi, dis donc, tu vas me piquer !» La pauvre femme crut que c'était au moins le diable qui avait parlé ainsi. Elle jeta la tête et, prenant ses jambes à son cou, elle se mit à courir à travers la forêt sans avoir le courage de se retourner. Il se pourrait bien qu'elle court encore aujourd'hui. Mais la tête ne resta pas longtemps devant la cabane du garde-chasse. Elle fut ramassée par un loup affamé qui passait par là et, avant d'avoir eu le temps de compter jusqu'à 2, Jeannot se trouva dans la gueule du loup. Il se rendit compte que sa situation n'était point gaie. Il risquait d'être avalé par le loup, ou, pire encore, broyé par ses dents. Il crut prudent de prendre les devants et se mit à crier à plein poumon: « Voici le loup, tirez, chasseur! Voici le loup, tirez, chasseur !» Le loup ne s'accorda pas le temps de chercher d'où venaient les cris. Il se mit à courir ventre à terre en soufflant, haletant. Vous comprenez tous que, pour ce faire, il ouvrit la bouche et laissa tomber Jeannot. Le petit bonhomme se trouva donc seul au milieu de la forêt. Nous savons qu'il n'avait pas peur de son ombre, mais il n'était pas très content non plus d'avoir à errer tout seul à travers l'épaisse futaie. Heureusement, il n'eut pas à marcher longtemps ainsi. Il trouva bientôt un sentier qu'il conduisit en vue d'un château splendide entouré d'un très beau jardin. Jeannot se dit que ce château abritait sûrement des gens riches qui voudraient peut-être l'accueillir, au moins le temps de lui dire dans quelle partie du monde il se trouvait. Il pénétra donc courageusement dans le château, monta les escaliers de marbre, ouvrit une porte et vit, assis à une table chargée de plats succulents, ses propres parents. C'étaient eux, les propriétaires de ce château et du beau jardin. Grande fut la joie de Jeannot, mais la joie de ses parents fut encore 1000 fois plus grande. Ils racontèrent à Jeannot qu'avec l'or reçu du riche seigneur, ils avaient acheté des terres, fait construire le château et qu'ils vivaient dans l'abondance.
Seul leur enfant chéri manquait à leur bonheur. Maintenant qu'il était là, ils le supplièrent de ne plus les abandonner et de partager leur bien-être. Jeannot Petit Pois, qui était fatigué de ses aventures et heureux d'avoir retrouvé ses parents, voulut bien rester avec eux. Son retour fut donc fêté par un dîner auquel rien ne manquait, et ils vécurent désormais ensemble, paisiblement et satisfaits de leur sort. Je me suis laissé dire qu'ils vivaient encore. Qu'ils soient, demain, vos invités.